En ma qualité de son avocat, je n'alerte pas l'opinion publique nationale et internationale sur sa situation carcérale, eh bien, ce serait son cadavre qu'on va présenter à la nation. De juriste et le fils donc de Candide Azanahi. C'est la première fois que vous donc mettez en avant au niveau de plateau télé, mais vous êtes relativement aussi actif sur les réseaux sociaux. Quand on est à la fois fils donc, et juriste, comment trouve-t-on les mots justes pour parler d'une affaire aussi sensible qui touche votre propre famille? C'est assez compliqué quand on se retrouve dans cette posture. Déjà, je vous remercie pour l'occasion qui m'est offerte de venir sur ce plateau. Et je salue vos téléspectateurs d'ici dans la diaspora et un peu partout dans le monde, et un clin d'œil aussi à ceux qui nous suivent depuis le Bénin. Et pour répondre à votre question, c'est un peu difficile de se retrouver dans cette posture de fils et en même temps de juriste, parce qu'il y a le sentiment qui est partagé entre le sentiment d'un fils qui veut voir son père et le sentiment d'un homme de droit qui veut que la justice soit appliquée. Et ça me rappelle une littérature que j'ai eue au lycée au cours de mon parcours académique, celle de Pierre Corneille Le Cid, où on voit Don Diego qui demande à Rodrigue « Est-ce qu'il a du cœur? As-tu du cœur ?» Et à lui de répondre à son père « Tout autre que mon père, l'éprouverait celui-là ». Cette question traverse des siècles et nous lie aujourd'hui avec la question que vous me posez en demandant « Est-ce qu'en tant que fils, qu'est-ce que je ressens ?» Je ressens un sentiment de courage que je dois pouvoir garder. Et je me rends compte que le courage, ce n'est pas seulement la capacité de manier l'épée pendant la guerre, mais c'est aussi la capacité à rester droit, digne, face à l'injustice que subit son père et de pouvoir défendre l'honneur et la dignité de son père. Ça existe aujourd'hui un peu partout aussi, avec des personnages infidèles, ingrates et tristes qui ont recours au persiflage pour pouvoir se faufiler entre les lignes. Certains même ont recours un peu de charabia, parce que le français n'est pas une langue fondamentale, c'est une langue dérivée du latin, qui a eu beaucoup d'apports byzantins et même africains un peu partout, même bantou. Donc le français est une langue composite, et puis si on ne fait pas attention, les gens peuvent avoir recours à des mots alors qu'ils sont en train de faire du cynisme, ils sont en train de faire de l'injure, de la dégradation d'autrui. C'est ce qui est à faire pratiquement. Je vous donne un exemple. Sur le recours au mot mentor, sans aller plus loin et demander à beaucoup d'autres de rappeler leurs souvenirs, je suis sûr à vous voir, vous êtes des hommes de culture. Ça renvoie un peu à l'Odyssée d'Homère, ou un personnage, ou les personnages autour desquels tourne le mot mentor. Il y a Mentor même qui est un personnage mythique. Il y a Télémaque qui est le fils de Ulysse. Et que Mentor, Ulysse, en allant à son célèbre voyage de 20 ans, a confié son fils Télémaque à Mentor. Et là, tout, à partir de là, on parle de mentor, de mentorat, ainsi de suite. Mais je n'ai jamais été mentor de Mitopé. Mitopé était adulte, il était responsable estudiantin finissant quand je l'ai connu. Donc je ne suis pas son mentor. Les gens emploient ça. Et puis, lorsqu'on recourt au mentor, le mentor est quelqu'un à qui on a confiance et absolue. C'est le précepteur infaillible et donc à qui on ne peut jamais tourner dos. Ça, c'est dans l'Odyssée, nous l'enseignons aux enfants lorsque nous abordons les questions de l'éthique de vie, l'éthique comportementale, la rectitude. Là, il est dans le décor. Mais Diabois fait votre école, il a fait l'école de restaurer l'espoir et tout le monde l'aura constaté tout de même. Je vais vous dire quelque chose. J'ai toujours dit à Mitopé, Guy et à tous ceux qui sont autour de moi, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un maître pour avoir des disciples. Au-delà, je suis un chef. J'ai été formé pour être chef, je suis un chef. D'ailleurs, pour les téléspectateurs qui nous suivent depuis le continent et puis même aussi au Bénin et aussi au sein de la diaspora, pouvez-vous revenir sur ce qui s'est passé autour de votre père, Candide Azanahi, comme je le disais, l'ancien ministre de la Défense, arrêté dans le cadre donc de cette affaire liée à la tentative donc, du coup d'État du 7 décembre 2025 au Bénin? Je pense que tout le monde l'a suivi et c'est quand même, Candide Azanahi, c'est quand même un personnage assez emblématique depuis bien longtemps, la période révolutionnaire du PRPP jusqu'à la démocratie actuelle. Il est passé par le gouvernement de Yahya Boni, de Patrice Talon et c'est quand même quelqu'un qui, comme Socrate le dit, la vérité n'a pas besoin d'un nombre, mais a besoin de la vérité, si je peux me faire une tautologie. C'est quelqu'un qui reste droit dans ses bottes et qui ne mâche pas ses mots. Il a démissionné du gouvernement de Patrice Talon en 2017, le 27 mars. Et depuis cette date, il a pris des positions assez fermes contre le pouvoir et assez fermes contre toutes les forces politiques qui ne rentrent pas en ligne de mire avec la défense de la démocratie. Donc, Candide Azanahi, dans cette fourchette d'intervention, le 12 décembre, nous étions là. 12 décembre, nous en étions là quand
on nous apprend que candidat Zanahi a été arrêté devant son domicile, le siège de son parti, qui sont juste à poser. Et on nous dit qu'on ne sait pas où est-ce qu'il allait. Il a fallu que je lance la lettre sur mon réseau social Facebook pour que quand même l'affluence des personnes, et je salue tous ces abonnés qui nous ont aidés à relayer, pour qu'on puisse savoir où est-ce que candidat Zanahi était, où est-ce qu'il en était et qu'est-ce qu'on lui reprochait. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu gain de cause par rapport à ça. Et d'ailleurs, les partisans et puis même votre famille dénoncent une situation toujours inquiétante. Mais qu'est-ce qui, selon vous, pose réellement le problème? Est-ce que c'est la procédure, les conditions de détention, aussi le traitement politique du dossier? C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux parce qu'il ne faut pas oublier que quand on prend un personnage comme candidat Zanahi, c'est inadmissible de le prendre depuis le 12 décembre jusqu'à cette date et de ne pas donner d'informations par rapport à ça. Et de savoir que quand même la famille a fait des déclarations et a levé la voix pour dire que candidat Zanahi serait dans des conditions inhumaines et dégradantes par rapport à sa dignité, qui se couche à même le sol, qu'il est privé d'eau pendant un moment, qu'on lui refuse de recevoir un bidon de 25 litres pour pouvoir s'approvisionner en eau. C'est assez ahurissant de pouvoir l'entendre et face à ça, les autorités judiciaires, le ministère de la Justice, les autorités pénitentiaires, personne ne réagit. On ne sait sur quel pied jouer, sur quel pied danser. Et par rapport à ça aussi, nous voyons qu'il y a une volonté du pouvoir de Patrice Talon passé et la continuité actuellement qui montre qu'on veut faire silence de ça, on veut faire fi de ça et ne pas évoquer la question et le laisser là indéfiniment. Et lui-même, il est sorti dans un communiqué la dernière fois pour le dire qu'il craint pour sa vie. Il craint pour sa vie parce que lors de sa présentation devant le juge d'instruction le 18 juin dernier, il a dit dans sa déclaration que lors du trajet retour, ils se sont arrêtés quelque part, il y a eu interruption du trajet, ils sont rentrés dans une ruelle et le régisseur de la prison est descendu de la voiture et a passé un coup de fil pendant une vingtaine de minutes. Donc, qu'est-ce qu'il voulait lui faire? Pourquoi ce détour? Personne n'a répondu jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi le même régisseur de la prison lui demande de venir faire une sortie nocturne de course à pied à 19h pendant qu'il n'y a plus aucun détenu dans la prison, dans la cour de la prison? Quels sont les projets autour de candidat Zanahi? Aujourd'hui, nos familles et sympathisants, nous méritons et nous demandons à ce que la vérité soit dite et que les preuves soient présentées à candidat Zanahi pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'on lui reproche. Parce qu'en droit, il y a un principe fondamental. La charge de la preuve repose sur celui qui porte l'accusation. Ce n'est pas à l'accusé de présenter les preuves. Et depuis 8 mois, nous n'avons pas de preuves. C'est quand même assez grave. En ma qualité de son avocat, je n'alerte pas l'opinion publique nationale et internationale sur sa situation carcérale. Eh bien, ce serait son cadavre qu'on va présenter à la nation. Et dans sa globalité, parce qu'il y a plusieurs organisations et observateurs qui parlent aussi des reculs tout de même des libertés publiques au Bénin, comme vous l'avez souligné. C'était aussi un constat que vous partagiez au début de l'arrestation de votre père ou c'est arrivé après? C'est un constat qui datait depuis longtemps parce que les organisations internationales ne peuvent pas mentir. Nous avons Human Rights Watch, nous avons Amnesty International, nous avons la Commission européenne des droits de l'homme, la Commission africaine des droits de l'homme, qui quand même ont produit des rapports et notant que nous avons une restriction des libertés fondamentales, restriction de la liberté de la presse au Bénin, ce qui fait que nous sommes dans un recul. Il y a eu beaucoup d'arrestations de personnages publics, des détenus politiques qui sont encore dans les jougs de la prison de Misrété et d'ailleurs. Et nous avons aussi des personnalités publiques qui sont en exil ici et partout dans les coins du monde. Donc là, il y a vraiment un problème. Ce n'est pas depuis l'arrestation de mon père que nous avons commencé à parler de ça. Nous avons commencé à parler de cela bien avant et ça a perdu jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que les arrestations continuent et personne n'ose le dire, personne n'ose lever la voix, personne ne veut parler. En tout cas, pour le moment, l'avocat de candidat Zanahi a évoqué qu'il y ait une possibilité d'un non-lieu après l'audition donc à la Criette. Est-ce que selon vous, c'est un tournant qui peut être aussi possible dans ce dossier ou au contraire, c'est une bataille judiciaire qui serait encore... Un non-lieu, bon, moi je ne vous interromps pas, mais un non-lieu, c'est ce qu'on demande. Mais un non-lieu, mais il faut que quand même on puisse laver son honneur. Parce que là, c'est son honneur qui prend cher. Et rien dans la vie d'un homme ne coûte plus cher que l'honneur et la dignité. C'est vrai, il va retrouver sa liberté, mais qu'est-ce qu'on lui reproche réellement? Il faut quand même qu'on puisse laver son honneur et qu'on puisse dire quand même que candidat Zanahi, détenu depuis les 8 mois, n'est coupable de rien et n'a rien fait. Et il a dit, son avocat, maître Aboubakar Baparapé, le dossier est vide et sur cette base, il faut quand même que les autorités judiciaires puissent libérer candidat Zanahi sans condition et sans délai. Mais un chef n'est pas celui qui vous venez pour apprendre. La politique n'est pas un club de rééducation d'adultes. Je l'ai toujours dit. Je le tiens par exemple. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? J'en viendrai. Qu'a-t-il fait? J'en viendrai. La politique n'est pas un club de rééducation d'adultes. C'est de l'immédiatement consommable lorsqu'on prend les gens. Donc, ce n'est pas une rééducation d'adultes. Alors, sur le mentorat, j'ai dit. Sur la liberté, le deuxième
mis au point que je voudrais aborder, c'est sur la question de liberté, de libre arbitre. Mitokwe est libre de faire son choix. Il peut aller à l'est comme à l'ouest, n'importe où, il est libre, il est responsable, il est majeur. Mais il n'a aucune liberté de mensonge. Mais il en a discuté longuement avec vous, a-t-il dit? Nous en viendrons. Et autre mise au point, j'ai parlé du persiflage. Il ne peut pas avoir recours à des faux pour penser profiler entre les lignes. S'agissant de discuter longuement avec moi. Mais il n'a jamais été question avec Mitokwe de ce qu'il est en train de dire. Mitokwe est allé me voir à plusieurs reprises. Avant qu'il n'aille me voir, vous savez, cette affaire du 3 ans. Vous savez, je suis un homme très organisé, très méthodique. Et la première chose que je fais, c'est de me renseigner. J'attache du prix au renseignement. J'attache du prix à l'organisation. Mitokwe, quand il a commencé, j'ai vu, je l'ai appelé plusieurs fois pour dire, fais attention. Il a pensé quoi? Je veux vous dire, fais beaucoup attention. Ce que tu fais, ce que vous faites, monsieur, ça peut être contre vous. Faites comme ça, faites attention. Et quand ça a commencé, je l'observais. Ça a duré au total près de 3 ans. 3 ans, on peut situer ça là, au lendemain des élections 2019. législatives. Oui, dans la foulée, 2019. Et j'observais, tout le monde de cette À qui vous observez, monsieur le président? Je reviendrai doucement. Pour nous n'avons pas beaucoup de temps, on observait, je savais tout ce qui se passait. Mitokwe n'a jamais discuté avec moi ce qu'il est en train de faire. Il est venu me dire, il faut que nous nous rapprochions de la mouvance. C'est un scandale ce qu'il est en train de faire. Ah bon? C'est un scandale ce qu'il est en train de faire. Il est allé me voir pour dire, nous devons nous rapprocher de la mouvance, de la rupture. En 2019, tout Pas ça en 2019 seulement. En 2019, ces manœuvres consistaient à affaiblir le parti, à scotcher le parti. Et j'ai suivi. Je suis calme. Et ça passait par quoi déjà? Attends, écoutez, si je me mettais à tout dire, ce monsieur traverse les rues, vous allez lui jeter des pierres. Si je me mettais à tout dire. Mais dites le peu que vous pouvez servir au public. Je vais aller crescendo. Pour une première fois, je pose les balises et je dis, halte monsieur, vous pouvez aller où vous voulez, mais ne vous aventurez pas sur ce chemin. Parce que pour me faire face, il faut s'armer de vérité et de preuves, de courage, d'intégrité. J'ai toujours l'habitude de dire à tout le monde, vous voyez, je suis presque un stoïcien ascétique. Très courageux. En tout cas, je ne sais pas, je suis un stoïcien, j'ai fait l'effort d'imiter un peu le stoïque ascétique. Donc, pur, intègre. Les gens peuvent mentir, ils sont libres, mais si j'utilise le mensonge contre moi, je n'accepterai pas. Mitokwe est venu me dire à plusieurs reprises, je veux me rapprocher de la mouvance. À tel enseigne que au cours de plusieurs réunions, même avec le bureau politique, même au niveau du bureau politique, j'étais obligé de dire, posez votre problème. Dès clairement, Kandid Azanaï, il voulait lui aller à la mouvance, à la rupture, mais il voulait amener le parti à la rupture. Soyez patient, vous allez savoir. Et vous allez savoir que le jeu auquel il joue là, on ne fait pas ça. Hein. Il fait ça avec des gens, pas avec moi. Hein. Il n'a qu'à se renseigner, je n'ai pas commencé la politique aujourd'hui. Alors, il vient, il dit, nous allons nous rapprocher de la mouvance. Le mot rapprocher. Vous savez, on parle français. J'ai dit, mais non. Mais un chef n'est pas celui qui vous venez pour apprendre. La politique n'est pas un club de rééducation d'adultes. Je l'ai toujours dit. Je le tiens par exemple. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? J'en viendrai. Qu'a-t-il fait? J'en viendrai. La politique n'est pas un club de rééducation d'adultes. C'est de l'immédiatement consommable parce qu'on prend les gens. Donc, je n'ai pas une rééducation d'adultes. Alors, sur le mentorat, j'ai dit. Sur la liberté, la deuxième mise au point que je voudrais aborder, c'est sur la question de liberté, de libre arbitre. Mitokwe est libre de faire son choix. Il peut aller à l'est comme à l'ouest, n'importe où, il est libre, il est responsable, il est majeur. Mais d'ailleurs, hein, c'est le président donc Romuald Wadani qui est à la tête du pays. Pensez-vous que sur cette affaire, il serait en mesure de se positionner et même, pourquoi pas, accorder une grâce présidentielle, étant donné que c'est un autre système, c'est une autre personne à la tête, vous y croyez? C'est pas un autre système, c'est pas une autre personne, c'est le même régime qui continue. Et c'est une affaire judiciaire, c'est pas forcément le président qui va accorder des grâces. S'il accorde des grâces, c'est son libre arbitre. Et la Constitution et les textes de loi en vigueur au Bénin lui accordent le droit d'accorder des grâces et de décrisper l'atmosphère politique. Il est libre de le faire comme il peut ne pas le faire. Mais ça pourrait être un changement, hein, et dans ce cas-là, dire c'est une ancienne époque à la Talon et désormais un autre système, une autre vision. Non, je pense pas qu'il faut aller, il faut voir la chose sous cet angle. Il faut quand même qu'après la libération des détenus politiques, après la grâce éventuelle accordée par le président Wadani, il faut quand même que
toutes les filles et tous les fils du pays puissent s'asseoir et dialoguer. Parce qu'il y a un mal qui est profond, qui gangrène le pays depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, pour ne pas dire depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et il faudrait régler ce problème à la base, sinon ça va perdurer et les guerres de leadership vont continuer à bête éternelle. Et d'ailleurs, que direz-vous à ceux et celles qui pensent qu'il faut faire tout de même confiance à la justice et attendre donc la fin de la procédure pour réellement se positionner, étant donné que la Criette se veut une institution transparente et libre? Transparente, je me permets de prendre avec pincette ce que vous me dites, mais il faut faire confiance à la justice. Peu importe que la justice soit juste ou injuste, c'est ce qu'il revendique. Il faut quand même faire confiance à la justice. Et même le président Kandid Azanaï l'a dit, il fait confiance à sa justice, même s'il sait qu'il y a des manœuvres derrière, qu'il y a il y a une main fantôme derrière. Il faut faire confiance à sa justice et la vérité finit toujours par triompher. Peu importe la longueur de la nuit, le soleil finit par se lever. En tout cas, vous vous exprimez beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous avez publié un long témoignage où vous décrivez votre père Kandid Azanaï comme un homme donc de principe, engagé pour la démocratie, pour l'état de droit et la résistance donc pacifique. Aujourd'hui, c'est un combat que vous souhaitez mener au-delà de cette affaire, si je puis dire, reprendre ce flambeau politique. Madame, à chaque jour suffit sa peine. La priorité pour moi, le combat pour moi aujourd'hui, c'est la manifestation de la vérité. C'est que Kandid Azanaï puisse rentrer dans ses droits, qu'il puisse quand même avoir tous les droits nécessaires à sa dignité, à sa vie, à sa personne humaine, et que la vérité puisse triompher aujourd'hui. Me concernant, on en reparlera d'ici quelques années, mais comme Frantz Fanon l'a dit, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir la mission qui est la sienne. En son temps, je la découvrirai, et pour l'instant, ma priorité, c'est ma carrière professionnelle et ma vie personnelle. Je vous pose ces questions parce que vous avez des prises de position assez fermes. Vous avez affirmé, je cite, que dénoncer la dictature devient un crime. Donc, selon vous, le débat démocratique n'est pas encore ouvert aujourd'hui au Bénin. Ce serait pour après. Ce serait pour après, je ne sais pas quand, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une démocratie au Bénin. Nous sommes dans ce que j'appelle et ce qui est dans la littérature française appelé la démocrature. C'est-à-dire une pratique de démocratie, mais avec une apparence de démocratie, avec des pratiques de dictature. Aujourd'hui, plus personne n'ose parler en République du Bénin. Tout le monde est en griffe dans le rang. Dans le rang, plus personne. On a fermé la bouche aux gens en leur accordant des postes départementaux, des petits postes juste pour fermer la bouche. Mais aujourd'hui, plus personne. Il n'y a pas de contre-pouvoir véritable. L'Assemblée nationale aujourd'hui au Bénin est monocolore. C'est que des gens du système qui sont à l'intérieur. Mais aucune nation ne peut véritablement se développer si le siège même de la démocratie, qui est le Parlement, est pris en otage par le pouvoir en place. Monsieur Azanaï, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez retourner au Bénin? Votre nom de famille est-il dur à porter là-bas? Mon nom de famille, il a toujours été dur à porter depuis que je suis petit, mais je le porte avec fierté et honneur et je suis fier de le porter. Mais aujourd'hui, je crains vraiment pour mon retour au Bénin et ce n'est pas le moment pour moi de faire l'erreur de retourner au Bénin. Vu mes prises de position sur mes réseaux sociaux, je préfère jouer la carte de la prudence et rester digne. Et rester loin de ce pays ne me fait pas plaisir, mais je souhaite quand même que l'on puisse retrouver cette terre qui était la nôtre, qui était enviée par la sous-région. Et pour moi aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la meilleure solution pour moi que de rentrer au pays. Et aujourd'hui, quelles sont les relations que vous entretenez encore avec votre père? Est-ce que vous avez des nouvelles de temps en temps? J'ai des nouvelles quotidiennement de lui. À chaque fois que ma mère va le voir, j'ai des nouvelles. Je lui envoie des messages à travers des codes qu'on a entre lui et moi parce qu'on était assez proches. Je lui envoie des messages et je sais qu'il va bien, je sais qu'il tient bien. Et juste ces conditions qui ne sont pas assez avantageuses pour lui, ne sont pas les meilleures pour lui. Vu son âge, 67 ans, il l'a fêté dernièrement, le 14 juin. Et sur cette base, pour moi, Kandid Azanaï, je pense que c'est un guerrier, comme il l'a dit, la nuit du 19 au 20 décembre, il va tenir. Et oui, nous sommes en contact et nous ne parlons pas des biais, pas des canaux que nous avons personnellement. Je ne vais pas le dévoiler ici au risque de fermer ces canaux. Si vous deviez parler directement au chef de l'État ou au magistrat ou bien au responsable institutionnel, que leur diriez-vous ce soir? L'urgence est la décrispation de l'atmosphère et de l'ambiance politique au Bénin, sociopolitique au Bénin. Et il faut que ces agissements qui ont perduré depuis 10 ans, 2016 à 2026, il faut que vraiment on sente maintenant qu'il y ait une rupture. Vraiment une rupture avec la rupture prônée par à sa tête le président Patrice Talon. Il faut que quand même aujourd'hui on puisse en arriver à la rupture de la rupture. Il faut que la décrispation de l'atmosphère politique, sociopolitique puisse devenir une priorité, la libération des détenus politiques, le retour des exilés et que toutes les filles et tous les fils du Bénin puissent
s'unit main dans la main, comme l'a déjà trouvé au niveau de Abomey ou je ne sais plus exactement où. Mais il faut que quand même ce symbole nous revienne. Ce symbole est le nôtre et il faut qu'on retourne à ça. Et pour terminer, qu'en est-il alors de la lutte? Comment allez-vous continuer ce combat? Est-ce que vous allez toujours le mener via les réseaux sociaux? Y a-t-il d'autres annonces de marches ou possibilités de revendications autres? Madame, quand vous prenez l'art de la guerre de Sun Tzu, il vous dira, quand vous voulez attaquer, vous ne pouvez pas dire comment vous allez attaquer. Je ne peux pas venir sur un plateau et dire mes stratégies actuellement, ce que nous préparons, ce que nous avons comme stratégie. Ce serait une erreur de ma part et de laisser des cartes à l'adversaire. Donc aujourd'hui, pour moi, l'objectif, c'est de continuer le débat, de continuer le combat pour la manifestation de la vérité et rien que ça. Maintenant, concernant la stratégie, ils la verront au fil du temps, mais nous avons une stratégie bien définie. Nous suivons les démarches régulières et en son temps, ce qui sera appliqué sera appliqué. Merci beaucoup. Je voudrais savoir, Monsieur le Président, Romer Wadaï est-il, selon vous, cher Président, le candidat de consensus de la mouvance? C'est une question à laquelle je ne veux pas répondre, parce que pour des questions stratégiques, et j'ai évité d'appeler certains noms pour le moment. Je ne veux pas appeler le nom de certains pour le moment. J'attends. Ce n'est pas que je fuis la question, mais pour des questions de pédagogie stratégique et de communication politique, je vais vous dire qu'il n'y a pas de candidat pour les élections présidentielles de 2026. Il n'y a aucun candidat. Aucun. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun candidat. Parce qu'on ne peut pas, on peut s'amuser avec les petits de WhatsApp, ceux qui sont nés sur TikTok WhatsApp. Mais nous là, on ne peut pas s'amuser avec nous. Il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de candidat. Quelle est la question même? Est-il le candidat de consensus de la mouvance? Mais c'est au mouvancier que vous allez demander ça. Moi, je ne suis pas mouvancier pour savoir s'il y a eu consensus là-bas. Mais j'ai dit qu'il n'y a pas de candidat aux élections présidentielles. Et les élections présidentielles même n'existent pas. C'est du faux. Si quelqu'un vous dit qu'il y a élection présidentielle en 2026, dites à la personne, c'est un magicien. Dans quel pays on dépose les dossiers de candidature pour une élection de 5 ans et avant que l'élection n'ait lieu, on fait une révision pour m'amener ça à 7 ans? Dans quel pays? Vous passez un concours, vous déposez les dossiers pour un concours d'aiguillère. Et sans changer le dossier, on dit que vous irez au concours des chefs de gare. C'est quel concours ça? Donc il n'y a jamais eu le concours des aiguilleurs. Il n'y a pas de candidat pour une élection présidentielle 2026. C'est Talon qui joue tout le monde. Il joue tout le monde. Il n'y a pas de candidat. Puisqu'il n'y a même pas élection. Je voulais juste poser une question. Qu'est-ce qui peut justifier, selon vous, le dénistement de M. Agoudjou? Je voudrais demander ce que vous pensez de l'élimination du duo des démocrates. Il n'y a pas élection. Le parti des démocrates, je vous le dis encore une fois, et calmez-vous, vous allez me comprendre. Le parti Les Démocrates est un parti de compromission. Vous savez ce qu'on appelle compromission? Ce n'est pas un compromis. Lorsqu'il y a, c'est-à-dire, prenez deux concepts. Prenez le concept de dictature à côté, le concept de démocratie à côté. Je vous mets dans les mains le mot opposition. Quand vous avez dictature ici, vous avez démocratie ici, et je vous mets le mot opposition dans les mains, vous ne pouvez pas aller mettre le mot opposition dans la colonne de dictature. Le mot opposition est dans la colonne de démocratie. Quand je vous donne le mot élection dans la main, et je vous dis d'aller mettre ça dans une colonne, personne ne peut mettre le mot élection dans la colonne de dictature. Parce que le mot élection est un mot qui fonctionne avec la démocratie. Or, je vous ai démontré maintenant que Patrice Talon a viré de la démocratie pour aller à l'autoritarisme et a viré de l'autoritarisme pour aller à l'autocratie. Et aujourd'hui, il ouvre les portes et les boulevards de la tyrannie et de la dictature crasseuse. Donc, le leadership de Patrice Talon est un leadership pathologique qui est atteint d'une maladie qu'on appelle l'ubris. Quand on est atteint de l'ubris, on ne fait pas élection, il n'y a pas élection dans une dictature. On parle de parodie électorale. C'est de faire valoir, c'est de la compromission. Parce que le mot élection n'existe pas en dictature. Vous comprenez? Donc, à partir de là, il n'y a pas élection. Les démocrates n'ont pas été éliminés. Ils n'ont pas été exclus du jeu. Les démocrates sont dans le jeu.
Ils sont venus jouer à leur jeu et sont repartis. Parce que leur mission était de valider l'illusion d'élection. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont dans un jeu de compromission. C'est un jeu. Vous avez vu toute la grimace? C'est un jeu. Parce que s'ils n'étaient pas dans un jeu, eux qui se disaient parti du peuple, plus grand parti du peuple, mais on allait voir la protestation. Ils sont dans un accord. C'est vous qui ne comprenez pas encore ce qui se passe. Quelqu'un me dit pourquoi leurs candidats se sont retirés. C'est ça la question. Alors, je vais vous poser une question. Je vais vous donner des indices, vous allez comprendre. Est-ce que depuis ce temps-là, où Lodjou, Agbodjo et Yahi Boni, depuis que Agbodjo a fait une déclaration, vous avez encore entendu qu'on les a convoqués à la brigade criminelle? Ils sont encore allés devant la brigade criminelle. Vous avez entendu ça? Mais pourquoi ils ne sont plus allés à la brigade criminelle? Si vous répondez à pourquoi la brigade criminelle ne les a plus convoqués, vous allez comprendre que c'est un jeu. Ils sont dans un jeu. Le parti Les Démocrates est dans un jeu. Et c'est un jeu de l'impasse. C'est ça qu'on appelle la compromission. Pourquoi? Parce qu'ils disent ils veulent gagner une dictature par la voie des urnes. Est-ce que vous avez vu ça une seule fois dans le monde? Sur cette terre-là. Est-ce que vous avez vu une seule fois une dictature a été battue dans les urnes, a reconnu, a accepté, a passé service? C'est faux. Ça ne se passera jamais. Le jour où ça se passe, ce n'est pas une dictature. Parce que le mot élection ne fonctionne pas avec ce qu'on appelle une dictature. Et tout ce qui s'est passé, c'est un jeu qui est huilé depuis avant 2023. Le contexte dans lequel le parti Les Démocrates a été rattrapé, racheté pour aller aux élections législatives de 2023, nous l'avons démontré à Grand Popo le 28 février 2023, je pense, 23 2023. 18 février 2023, nous l'avons longuement démontré. C'est ce jour que j'ai parlé même un peu de la Rossi et de tout ça. C'est ce jour que j'ai dit tout ce qui va se passer maintenant. Je l'ai démontré. Donc, ils ne sont pas exclus, ils sont dans un jeu. Il y a des détails que je ne peux pas vous dire. Parce que vous savez, il y a des vérités que vous avez, mais parce que vous ne pouvez pas amener certaines preuves, mais que vous connaissez, mais que vous ne pouvez pas amener comme ça pour l'exhiber publiquement, vous êtes obligé de ne pas les évoquer devant écran et tout ça là. Mais je sais exactement ce qui s'est passé. Je sais les pressions qu'il y a eu. Je sais les engagements secrets qu'il y a eu. Je le sais. Et tout ce qui se passe là, en temps réel, je suis au courant. Je suis au courant. C'est triste. Donc je réponds à votre question en disant que vous pouvez être sûr de quelque chose. Ce jeu-là, c'est un jeu. J'aimerais vous demander pourquoi, Monsieur le Président, à quelques jours des élections de 2026, les députés opèrent encore la révision de la Constitution. Et quel est l'objectif visé par l'institution du Sénat dans la révision de cette Constitution-là? Merci beaucoup. Je voudrais juste vous poser une seule question. Et je voudrais savoir ce qui peut justifier le silence de certains anciens qui ont participé à la conférence de 1990. Ceux qui ont été à la conférence nationale et qui ne parlent pas. Bon, moi, je ne peux pas répondre tellement en leur nom. Parce que c'est des gens, j'évite de parler en leur nom. Ce ne serait pas élégant de ma part. Je ne peux parler que de moi. Et ce que je peux vous dire, parmi tous ce groupe-là, beaucoup ne sont pas, ceux qui tournent autour du pouvoir aujourd'hui, qui acceptent tout ce que le pouvoir fait, beaucoup ne sont pas allés à la conférence nationale. Non. Et beaucoup sont allés à la conférence nationale, mais n'étaient pas d'accord avec les conclusions de la conférence. Parce que la conférence leur avait arraché des privilèges et des droits. Donc vous allez voir que tous les PRPB, tous les gens qui étaient les proches, qui vivaient, qui profitaient de la révolution du PRPB, ont perdu quelque chose. Et aujourd'hui, ils semblent trouver, au moins ils sont dans la vieillesse, ils semblent trouver les choses qu'ils avaient perdues dans les comportements dictatoriaux de Patrice Talon. Vous allez voir que c'est eux qui s'accrochent.
les régimistes et les profiteurs du PAPB, leurs enfants ou ceux qui étaient jeunes dedans, qui ont tout fait, qui ont tout eu du PAPB, ils voient que ça revient. La pensée unique revient. Ils sont spécialistes de la pensée unique. Et ils viennent là-bas pour servir l'ignorance et la bêtise. Servir l'ignorance et la bêtise. Parce que, comment vous pouvez comprendre qu'on met dans un document que ceux qui parlent mal de la démocratie seront punis? Mais qu'est-ce que la démocratie? Ceux qui veulent punir contre la démocratie, est-ce que c'est la démocratie qu'ils font? Comment des profanateurs, des assassins de la démocratie vont dire à ceux qui les critiquent, les dénoncent et les combattent qu'il faut les arrêter, qu'ils sont contre la démocratie? C'est de la bêtise. Et j'enseigne sur quelqu'un qui parle de Sénat. J'ai entendu une question comme ça. Mais le Sénat qu'ils ont mis, je ne sais pas qui a posé la question. Qui c'est qui a posé la question? C'est vous? C'est vous? Mais écoutez bien, vous allez me comprendre. Et ceux qui n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui, ils vont comprendre. Ce qu'ils ont fait ne s'appelle pas Sénat. Ils ont triché parce que c'est de l'ignorance. C'est des gens qui peuvent appeler un mouton une vache. Ils peuvent appeler un mouton un cabri. Ces gens qui peuvent voir un caïman et l'appeler lézard. Ces gens-là peuvent voir la tomate et dire que c'est piment. Et en fond, ils peuvent voir le vie et dire que c'est non. C'est le vie et dire que c'est le gros. Le vie et le gros ne sont pas les mêmes. L'un a 2 ou 3, l'autre a 4. C'est des confusionnistes. Je vais vous dire ce qu'on appelle Sénat. L'origine du Sénat est grecque. Et les Grecs ont une démocratie. Mais la démocratie grecque est une démocratie citoyenne. C'est une démocratie qui concerne les citoyens. Je parle sous votre contrôle, professeur. C'est une démocratie citoyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie grecque ne concerne pas tout le monde. Mais puisque ça concerne les citoyens, vous n'avez pas besoin d'une spécialité pour être citoyen. Vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire, vous êtes citoyen, ce n'est pas votre profession qui vous accorde la citoyenneté. Donc vous pouvez être citoyen sans être spécialiste de rien du tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, le citoyen a droit de vote. Donc le citoyen peut être ignorant, il peut ne pas être à l'école, mais il a droit de vote. Vous comprenez? Or, pour représenter la Grèce, il faut aller à une élection au suffrage direct. Donc il y a la représentation du peuple là par le suffrage direct, universel direct. Ce suffrage universel direct va élire des cancres comme des sages. Je ne sais pas si vous comprenez. Des gens de toutes conditions. Elle n'est pas une assemblée pour dire la perfection, l'utilité de manière éclairée. Puisque il suffit que les cancres s'organisent entre eux pour avoir un nombre supérieur aux sages, ils vont voter la cancrerie. Ils ne vont pas voter la sagesse. C'est pour contourner ce risque-là que la Grèce a inventé une deuxième chambre. La première chambre, on l'appelle la chambre basse. C'est la chambre de la population. La deuxième chambre, là, le Sénat, là, on l'appelle la chambre haute. Mais qui est constituée comment? C'est là où je vais vous expliquer. Et je vous explique la science. Je vous explique ce qu'aucun d'entre eux ne peut venir faire le débat. Talon ne peut pas faire ce débat. Akhenaton ne peut pas faire. Hassan Seibou, Benet Taxi ne peut pas faire. Vous savez, ce Sénat-là, cette assemblée-là, est une assemblée de représentation des collectivités, des spécialités et des anciens pour permettre la continuité de l'âme grecque, de l'âme de la Grèce. Et comment ça se fait? Lorsque on veut faire le Sénat là, on prend les collectivités, les territoires. Et c'est les territoires qui sont représentés. C'est-à-dire les territoires s'organisent pour envoyer un représentant au sein de cette assemblée. Les États-Unis ont bien compris que le Sénat américain est constitué de représentants des États fédérés. Ils ont 50 États, donc chaque État envoie 2, comme ça. Vous comprenez le jeu? Est-ce que le Sénat ici, nos collectivités territoriales sont représentées dedans? Non. Non. Dans ce Sénat grec, il faut représenter les corps spécialisés. Parce que les médecins
doivent parler de questions de médecine et de santé de la cité grecque et voter des lois. Dans le Sénat, là, il y a des médecins. Il y a les corps constitués. Il n'y a pas. Déjà, le PAPB, qui est un régime de dictature, a réglé cette question. Pour permettre, c'est cette question réglée au niveau du PAPB qui a permis aux cerveaux, aux esprits éclairés, comme les Germain Kadia, à son âme, je ne sais pas s'il est dedans, Robert Dessous, je ne sais pas s'il a été dedans, mais des personnalités éclairées qui ont fait leur entrée dans l'Assemblée nationale révolutionnaire. Même si c'est une chambre là-bas. Là. Mais quand on finit de prendre les spécialités qui s'ajoutent aux représentants des collectivités, on va un peu plus haut. On prend les aînés, les anciens, les seniors. Et c'est les seniors qui se retrouvent entre eux pour désigner leur père. Donc l'Assemblée, le Sénat, ce n'est pas les mêmes choses. Le Sénat est une représentation des collectivités, des États de base, des spécialités, et des anciens par le principe de désignation par les pairs. Et il y a aussi quelque chose qui est magnifique chez les Grecs. L'esprit démocratique grec veut agir au plus précis de l'égalité de tous devant la loi. Ils ont introduit une troisième forme, la désignation par le boulet. Là, ce n'est plus des gens qui viennent voter les uns pour les autres, mais on met des urnes, on met des boules dedans, on remet, on vient tirer au sort. Puisque on se dit, l'homme peut négocier avec l'homme pour amener le cancre à être représenté. Mais pour éviter ça, on va tirer au sort parfois. Et c'est l'ensemble là qui forme la chambre haute qu'on appelle le Sénat. C'est pour ça que lorsque la chambre basse fait des votes, ça vient au niveau de la chambre haute qui vérifie, parce que là c'est les spécialités, les intérêts des collectivités. Et ils certifient, ils peuvent refaire des recommandations. Parfois les deux chambres s'unissent, le cas par exemple de la France. Et avec le monde qui évolue, les nouvelles technologies qui évoluent, la science et puis le savoir qui est de plus en plus partagé, la question du Sénat devient inutile dans beaucoup de systèmes. Les Belges ont annoncé les couleurs, les Sénégalais l'ont fait. Le débat est ouvert au niveau de la France pour la suppression du Sénat. Alors, venons au Sénat béninois. Pourquoi ce n'est pas un Sénat? L'esprit qui est à la base est quoi? L'esprit qui est à la base est que Patrice Talon est en fin de cycle. C'est-à-dire, il a dit, je viens faire 5 ans. Avec 5 ans, on peut faire le job. Il a dit au Bénin. Vous avez entendu? Il a dit devant le président français, François Hollande. François Hollande l'a regardé avec le clin d'œil. Mais voilà ce monsieur qui se donne, il se tape 45 jours dessus. Et il voit que ça va finir. Et puisque ça va finir, et qu'il ne peut plus se maintenant à la honte, il ne peut plus venir ouvrir sa bouche pour dire « je veux encore ». Les manœuvres ont commencé. Et c'est ces manœuvres ça. Il va quitter et il va être repositionné au niveau du Sénat. Mais dans quel esprit? Écoutez très bien l'esprit. Et faites attention. Et je vais vous faire aussi une révélation qui va se passer. Il y aura une nouvelle révision. Il y aura une nouvelle révision de la Constitution. Parce que ce qui s'est passé là, ça s'est passé dans une précipitation et tout n'a pas été réglé comme cela se doit. Et il y a les failles. Moi, je connais les failles. Je vais donner un peu maintenant. Les autres, je vais garder d'abord. Et il va vous rassurer de quelque chose. Il n'ira nulle part. La rupture n'ira nulle part. Talon, ils n'iront nulle part. Parce qu'ils font de l'incongru, de l'illogique. Et pourquoi? Dans l'esprit de ceux qui ont porté le document, Talon, ce n'est pas lui qui a signé directement, mais il a porté, puisque les deux partis, UP et BR, sont instigés par lui. Et je vais venir sur UPR, et vous allez me rappeler ça. Je vais vous montrer comment l'UPR est une bizarrerie. UPR, là, c'est une bizarrerie. Donc, c'est les deux là, Akhenatonde et Hassan Seibou, qui sont les patrons des groupes parlementaires. Est-ce que vous pensez que les deux là ont agi sans avoir fait concertation avec Talon? Moi, je doute de ça. Mais le même Talon n'avait-il pas dit que non, on ne fera plus de révision, c'est seulement après mon départ. Mais pourquoi on a fait? Et pourquoi dans le Sénat là, on dit que les chefs d'état-major en activité vont être membres du Sénat? C'était dans leur monture, proposition initiale, c'était ce monstre-là.
que les initiateurs n'avaient pas vu. C'était un monstre. Vous allez voir que je n'ai pas parlé. Je les guettais. Je souhaitais qu'ils fassent ça. Ils m'ont filé entre les mains, ils n'ont pas fait. Ça me fait très mal. Ils allaient mettre les chefs d'état-major en activité. Ils allaient mettre ça dedans. S'ils avaient mis ça dedans, moi, je vais mettre fin à la résistance. Je vais vous dire, nous allons commencer par fêter, par fêter. Parce qu'un beau matin, vous allez entendre ce qui va se passer. On va les enchaîner, ligoter. Je ne sais pas ceux qui sont partis leur dire d'enlever les généraux. Ça m'a fait mal. Jusqu'aujourd'hui, je souffre et je ne sais pas comment je peux me rétablir. Ils allaient laisser les généraux là que je connais là. Ils allaient laisser dedans. Garder leurs troupes, commandement là, chef d'état-major en actif, ayant des troupes de commandement qui vont venir s'asseoir dans le Sénat. Ah, ça là, vraiment, on a consulté le FA. Et on a dit à Lien, vous connaissez Lien? On a consulté le FA, on a dit à Lien, à la fin du mois là, tu seras le président de toutes les chèvres du village. Et Lien a commencé par pleurer. On dit, mais qu'est-ce qui arrive? Il dit, mais on t'a dit que tu seras le patron de toutes les chèvres et tu commences à pleurer alors que c'est toi qui cherchais les chèvres. Il dit, non, ce n'est pas ça qui est le problème pour lequel je pleure. C'est parce que vous, là, je vous connais, vous ne tenez pas à vos promesses. C'est parce que vous n'allez pas faire qui fait que je pleure. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'allégorie. Ils allaient mettre les chefs d'état-major en activité dans cette affaire. La résistance était terminée. Et je n'ai pas parlé, vous avez vu que je n'ai pas parlé. J'ai seulement dit une jeune pour les distraire un peu, pour être leur ego, pour qu'ils disent on va faire. Mais ils sont restés seulement, ils ont enlevé. Il faut dire à Talon, à Seibou et à Kenatonde de remettre dedans. Dans quel pays on va prendre l'armée en activité, mettre ça dans une structure pour appeler Sénat? Dans quel pays du monde? Quelqu'un qui a bien compris autour de Talon, si les gens ont lu d'abord, ils ont lu d'abord Tocqueville, Montesquieu, Hobbes, s'ils ont lu tout ça, s'ils ont eu le temps un peu de fouetter un peu Étienne de la Boétie, David-Henri Thoreau, s'ils ont fouetté un peu Rousseau, ils allaient comprendre ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. La base de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. On va créer une structure en fin de mandat. Le président Talon en fin de mandat. Alors que plus rien ne le concerne dans les issues du pouvoir. Personne ne peut s'asseoir pour parler du pouvoir de Talon. Il a consommé tout son crédit. Et c'est lui qui va créer une structure qui va être exécutive, législative, juridictionnelle et policière. Une structure qui va punir des gens sur leurs mœurs. Les mœurs politiques, le Sénat là va contrôler. Les mœurs politiques. Mais ça veut dire quoi? Vous avez bien lu le Sénat? Mon cher ami qui a posé, vous avez bien lu? Oui, j'ai lu. Mais c'est pas un monstre? C'est ça la question. C'est ça qui fait que ce n'est pas un Sénat. C'est quelque chose qui est créé pour confisquer le pouvoir dans l'esprit d'installer une junte à la tête du pays. C'est tout. Et c'est une junte. Ils n'ont pas quitté. Je les connais. Ils vont revenir par une autre forme. Et quand maintenant ils ont fini, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, les anciens chefs d'état-major. Mais que cherchent les anciens chefs d'état-major? Nous sommes en état de guerre. Il y a guerre au Bénin. Un ancien chef d'état-major, il va commander qui? Ils sont des officiers de réserve. S'ils sont encore dans une tranche d'âge donnée, allez lire le règlement militaire dans le pays. Les grands officiers qui ont occupé de hautes fonctions, même certains ministres de la Défense, tous ceux qui ont occupé de hautes fonctions, sont comme des personnes ressources. Mais cela ne leur donne pas de s'immiscer dans les affaires politiques. La politique est pour les civils. La politique est pour les civils. L'une des conneries, c'est qu'ils ont oublié l'engagement du colonel Vincent Guézodier, paix à son âme. Un vrai soldat, Vincent Guézodier. Je m'incline devant tout ce qu'il a été. C'est Vincent Guézodier, à la conférence nationale, suite à quelque chose qui s'est passé et que c'est dommage qu'on n'enseigne pas ces choses aux enfants. Vous vous souvenez un jour à la conférence nationale, c'était devant moi. Il y avait un combat, un débat intense. Et la question de la souveraineté de la conférence était posée. Et la force, quelle est l'issue des travaux? Tout ce qu'on est en train de faire, quel est le but, l'issue? Et quand cela s'est posé,
Kouandoté s'est levé. Maurice Kouandoté, c'est un putschiste professionnel, récidiviste, spécialiste de coup d'État. C'est lui qui s'est levé. Nous étions tous dans la salle. Et qu'est-ce que Kouandoté a dit? Il dit ceci. Si moi j'étais Kérékou et que je vous ai appelé, je vous ai tendu la pêche et que vous êtes là à voir prendre le pouvoir, tout là, je retire la pêche, je vous assomme avec. Et de toutes les façons, si Kérékou ne le faisait pas, moi Kouandoté, je vais faire un coup, je vais faire un coup. Je le ferai. C'est ça qui a fait sauter de leur chaise les trois présidents. Les trois présidents, anciens présidents, Aromadegbe, Maga et Zissou, ça les fait sortir de leur chaise. Aromadegbe le premier. Pourquoi Aromadegbe? Aromadegbe se souvient de Kouandoté. Il connaît Kouandoté, qui est Kouandoté. Et Kouandoté a dit quoi? Paix à son âme. Voilà un président intègre, extraordinaire. Justin Tometi Aromadegbe. Il faut un monument à Aromadegbe Tometi. Un monument à Cotonou, à Bégamin. Un monument à Bomé. Aromadegbe mérite plus qu'un monument. Il mérite même qu'on crée une université ou qu'une garnison, quelque chose d'important, porte le nom de Justin Tometi Aromadegbe. Un homme intègre, homme politique rare, nationaliste, capable de rassembler du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est Aromadegbe. Ce n'est pas les autres. C'est Aromadegbe qui a dit, Kouandoté, je le connais. S'il dit, il va faire. C'est un professionnel. Et Hubert Maga, le premier président du pays, vous savez, lui, il est corpulent, il a de l'embonpoint. Il s'est remué dans son fauteuil. Il dit que le sang ne va jamais couler dans ce pays. Et il sermonnait Kouandoté. Vous dites, lui, de son vivant, Maga, ça ne se passera pas. Et l'intellectuel, le grand intellectuel du système, Zissou, intellectuel, content, médecin, cultivé, qu'est-ce qu'il a dit? Les gens dans cette salle veulent faire échouer la conférence, je ne les y aiderai pas. C'est suite à cela que Monseigneur Isidore de Souza a pris la parole pour dire qu'il ne veut pas croire que nous sommes dans un marché de dupes et que le frère des armées ont tendu un piège à la conférence nationale et au peuple. Que de toutes les façons, lui, plaise à Dieu, qu'aucune goutte de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans son flot. C'est suite à cela. Voyez la chronologie. Quand nous disons plus jamais ça, nous le disons du plus très fond de notre cœur. Moi, quand j'ai dit ça, je le dis du fond de mon âme. Ce n'est pas pour des intérêts. Je m'oublie. Quand je suis dans l'action politique de la résistance et de l'intérêt général, je n'existe plus. C'est le peuple qui existe. C'est pour ça que, suite à ce qui s'est passé là, et je vous le dis, ça ne s'est pas passé dans un récit comme je le dis. Au moment où on le disait, la salle de la conférence nationale, il y avait 3 portes. Et plus tard, un autre Pancrate Bratier a dit un jour, il n'y a que 3 portes. Il suffit d'enfermer ici, et on vous bousille dedans. Vous voyez ce que nous avons vécu. Quand vous avez vécu ça, jeune, dans la fleur de l'âge, et aujourd'hui âgé, comme je le suis, vous allez voir des gens avec quelques millions distraits, des énergumènes pour falsifier, voter des lois n'importe comment, vous n'allez pas accepter. Je n'accepte pas. C'est là, le colonel Vincent Guézodier s'est levé. C'est pour répondre à Monseigneur Isidore de Souza et pour lever tout équivoque et refaire le marché, l'engagement avec lui, qui s'est levé. Je suis en train de le voir comme s'il était devant nous dans cette salle. Et il a dit ceci. J'interviens au nom des armées et en ma qualité de chef d'état-major général des armées. Je voudrais vous rassurer. L'aîné, le doyen Kouandoté, qui a fait cette intervention, c'est vrai, c'est un frère d'âme. Mais il n'est pas venu à la conférence en tant que militaire. Il n'est pas de ma délégation. Je le respecte, mais il n'est pas de ma délégation. Il est venu au titre de personnalité. Oui, Kouandoté est personnalité parce qu'il a été président par coup d'État. Je ne sais pas si vous comprenez. Et à Vincent Guézodier d'enchaîner, il n'y a pas de marché de dupes ici. Je renouvelle, si besoin en était encore, et allez voir l'expression, si besoin en était encore, s'il en était encore besoin, que l'armée va se retirer dans les casernes et s'occuper des tâches qui lui incombent, la défense. C'est Vincent Guézodier
qui a reformulé l'engagement, qui a pris le serment au nom de l'armée de se retirer. Et cette déclaration de Vincent Guézodier a été déterminante. Elle a été déterminante. Parce que si le jour-là, Vincent Guézodier disait autre chose, la conférence s'arrêtait. Cette déclaration a pesé dans la balance contre les décisions de Kérékou. Kérékou était lié aussi. Vous savez, Kérékou, il est intelligent. C'est pas pour rien, il porte le symbole caméléon. Il tâte avant d'envoyer son pied. Il a vu dans la chambre. Dans la salle, il a vu. Soit il faisait un passage en force, il y aurait un bain de sang, mais il va mourir aussi. Quand les gens disent oui, il a fait, je le remercie. Mais s'il tentait autrement, il mourrait. Parce que le vent ne lui était pas favorable à Kérékou. Il y avait Ceausescu qui était mort de l'autre côté. Il y avait le vent changeait. Et l'atmosphère était un peu l'atmosphère de la fin de la guerre froide. La chute du communisme et du mur de Berlin. Kérékou est très intelligent. Il a saisi l'opportunité. Il a permis. Et vous allez voir si vous voyez les images. Le jour où Kérékou, il y a des images qui n'ont pas montré. Le jour où Vincent Guézodier a dit ça. Et que plus tard, nous avons chanté l'hymne national pour arracher la souveraineté dans la salle de la conférence. Et proclamer la force exécutoire des décisions. C'était le tournant décisif. Vincent Guézodier a joué un rôle majeur. Moussa de Souza a posé la question lumineuse pour la clarification. Les anciens présidents ont joué leur rôle. Ils ne se sont pas restés cap. Ils ne se sont pas tués, comme certains. Et puis vous faites une confusion. Vous dites que... Non, Bruno Amoussou n'est pas allé à la conférence nationale. Non, il n'était pas allé à la conférence nationale. Non, Bruno Amoussou n'est pas allé à la conférence nationale. Lui-même ne peut pas dire qu'il est allé à la conférence nationale. Bruno Amoussou était dans la salle. On savait ce qui se passait en ce moment. Bruno Amoussou n'était pas dans la salle. Suite à des affaires que je n'avais pas posé la question, je ne veux pas vous le dire, même si vous le demandez, je ne veux pas le dire au micro, devant les caméras. Il n'était pas là. C'est Félix Dansouessou qui avait représenté la sensibilité PSD, qui est la sensibilité de Bruno Amoussou. Mais Bruno Amoussou lui-même n'était pas dans la salle. Il n'était même pas au pays. Je vous remercie, doyen, il n'était pas au pays. Donc voilà, chers collègues, chers amis, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, des années après, les gens, la rupture, crée un organe et dit que les militaires vont revenir. Pendant qu'ils disent que les militaires vont revenir, le président de la République, pour être candidat, même si un militaire voulait être candidat, il devait démissionner des armées. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur le Sénat qui est n'importe quoi.